pour parler de l'espérance, on peut partir d'une phrase qui commence par un « il y a » également. Et cette phrase, c'est un slogan qu'on a trouvé un jour dans l'université, dans un couloir de l'université de Nanterre, au moment du mouvement Nuit debout, et qui disait, ce slogan, je trouve la formule magnifique dans une espèce de gravité bravache et d'ironie en même temps mélancolique. Ce slogan dit, ou disait, « Il y a une autre fin du monde possible ». Donc ça commence par un « il y a ». Parce que pour moi, ce « il y a une autre fin du monde possible », tracé par des militants politiques qui quand même veulent maintenir l'espérance justement d'un lendemain, peut-être pas qui chante, mais qui ouvre des possibles, d'émancipation, etc. Ce « il y a un autre monde possible », à mes yeux, peut nous permettre de penser ce qu'il en est aujourd'hui, ce qu'il y a aujourd'hui d'espérance en notre monde. Alors, est-ce que vous êtes sensible, disons, vous savez que Michael Fussell a écrit également sur la fin du monde, mais pour contester un petit peu non pas cette irrationalité, mais enfin, disons, ce courant collapsologique. Alors, comment vous vous situez, vous parce qu'on dit souvent, c'est vrai que si on a des enfants, on ne va pas leur promettre le pire des mondes possible, même si on a fait un pas de côté avec la révolution avec un grand R, comme l'explique Jean-Claude Milner. Néanmoins, on a devant nous, disons, des raisons d'espérer qu'il nous faut quand même remettre sur le tapis. Oui, surtout qu'en fait, dans le « il y a une autre fin du monde possible », eh ben, il y a au moins deux interprétations, au moins deux fins possibles. Il y a d'un côté, effectivement, peut-être la collapsologie, l'idée d'une fin, d'un désastre. Hein. Laissez-nous choisir le désastre à venir, laissez-nous au moins cette liberté de choisir la catastrophe qui vient demain. Mais il y a aussi, tout simplement, quand même, la fin au sens de la finalité, la fin au sens de la réalisation de quelque chose de possible. Et donc, dans « Il y a un autre monde possible », il y a également quelque chose de beaucoup plus, en tout cas, positif, ou qui rejoint ce qui a structuré des générations et des générations de gens qui ont espéré, c'est-à-dire tout simplement l'idée d'une autre finalité, d'une autre réalisation pour le monde, puisque la fin et l'espérance, c'est tout simplement une certaine manière de tendre vers une fin, vers une réalisation, une façon de viser plus. La fin ou l'espérance, c'est ce qui donne sens à l'humanité, c'est ce qui donne du contenu à l'avenir, c'est ce qui donne une valeur à l'action humaine, en tant que cette action se fixe un but lointain à atteindre. Et donc ça, c'est ce qui fait, on citait tout à l'heure l'espoir maintenant, à la fin de son dialogue avec Béni Lévy, Sartre disait ça, ou tout au long, il disait, voilà, ce qui fait l'humanité de l'homme, c'est l'idée de fin, l'idée de finalité, un homme qui ne tend pas vers un but lointain, qui ne se donne pas un horizon vers lequel il se met en branle, eh bien c'est quelque part un sous-homme, disait Sartre, pas au sens biologique ou racial, c'est un sous-homme. D'ailleurs, Simone de Beauvoir aussi a cette formule du sous-homme, de quelqu'un qui rampe parce qu'il ne tend pas vers quelque chose qui est un au-delà, qui est autre chose. Donc en fait, il y a une autre fin du monde possible rejoint très simplement un slogan qui a structuré l'espérance de générations de militantes et de militants, qui rejoint l'horizon d'un autre monde possible. Et vous parliez du contexte politique. En fait, le contexte politique qui est le nôtre, c'est celui qui a été quelque part ouvert pour le plus grand désespoir de beaucoup de militants par l'historien François Furet, quand il disait « Nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons ». C'était donc au lendemain de la chute du mur de Berlin, un peu plus tard, en 1995. Et il dit aujourd'hui, ce slogan « Un autre monde est possible » n'a plus de fondement, plus personne n'avance sur ce sujet-là, la moindre idée neuve. Nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons. Ces mots-là ont représenté un cauchemar pour beaucoup de gens de gauche, pour beaucoup de gens qui sont porteurs d'une espérance d'émancipation et qui tendent infiniment vers un au-delà du monde présent, vers un au-delà de la vie présente, de l'injustice, du monde marchand, etc. Et qui ont dit, mais ce mec-là est en train d'enterrer tous nos espoirs. Et en fait, on est quand même encore là, il y a beaucoup d'expérimentation, on en est quand même encore un peu là, beaucoup d'expérimentation, il y a eu Nuit debout, il y a eu le mouvement altermondialiste dont le slogan était « Un autre monde est possible », bien sûr, mais quand même aujourd'hui, non seulement
Personne n'a réussi réellement à refonder l'espérance d'émancipation, l'espérance d'un au-delà du monde présent de façon, disons, cohérente et convaincante. Mais en plus, et on revient donc à la question du désastre, en plus, à l'horizon, se présente souvent la question de la fin du monde, non pas de sa réalisation, mais de sa destruction ou de sa haine même, puisque vous avez fait allusion à la question du climat ou à la question de l'effondrement économique ou écologique de l'humanité, mais il y a aussi une question qui, moi, m'intéresse beaucoup, en tant qu'elle nous tend un miroir incroyable, qui est très intense, qui est la question du djihadisme. Parce que les djihadistes, justement, on a un mal fou à les envisager, notamment parce qu'ils ne se réclament absolument plus d'aucune espérance émancipatrice connue de nous, héritiers de la vieille Europe universaliste, progressiste, etc. Ils se réclament au contraire de la haine de ce monde. Et la fin du monde, sa destruction du monde tel que nous le connaissons, eh bien, ils la souhaitent. Ils disent « votre monde, nous le haïssons » et nous agissons, notre action, elle est là non pas pour un petit au-delà économique ou politique ou un grand au-delà, même un grand soir politique dans ce monde présent. Nous, on n'est pas là pour changer la vie, on est là pour détruire le monde et hâter la fin du monde. Nous avons hâte, disent les djihadistes, d'en finir avec votre histoire, avec votre monde, avec votre calendrier, vos chronologies, vos valeurs, etc. etc. Et donc, le djihadisme nous pose un problème très particulier, pose à la question de l'espérance, tant à l'espérance telle que nous l'avons conçue, un miroir extrêmement cruel et extrêmement puissant, puisque tout d'un coup, nous avons affaire à des gens qui veulent en finir avec le monde. Et des gens qui disent aussi qu'ils aiment la mort. Et ça, c'est très important, parce que le mouvement ouvrier, des générations de militantes et de militants qui voulaient, dont l'espérance était progressiste, libérale, socialiste, féministe, etc., ou anticolonialiste, toutes leurs chansons sont remplies de paroles qui disent « nous voulons changer le monde, nous voulons changer la vie, nous voulons plus belle la vie », en fait. C'est ça, quelque part. Et là, nous avons affaire à des gens qui disent « oui, vous aimez la vie comme nous chérissons la mort ». Donc, ça nous pose problème, et je pense que cette question-là d'une fin du monde possible, peut-être que dans le slogan qu'on a vu à Nanterre, il y avait aussi une petite ironie à l'égard de cette tendance du djihadisme. Nous avons affaire aujourd'hui à une espérance extrêmement puissante qui électrise une jeunesse dans le monde entier et qui ne souhaite pas un autre monde, mais la fin du monde. La fin du monde. Et de ce point de vue, moi, une chose qui m'a mis en mouvement, qui m'a donné envie de travailler sur ces questions et dont je pense qu'elle devrait empêcher de dormir quiconque se réclame d'une certaine gauche à l'ancienne, universaliste, progressiste, etc., ou socialiste. Eh bien, cette chose, c'est tout simplement le constat qu'aujourd'hui, il y a une seule espérance, une seule, pour laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde. Une seule. Moi, j'ai été élevé dans un milieu de gauche, anticolonialiste, féministe, etc. Mais par exemple, pour lequel, dans ce milieu, il était évident qu'il n'y avait rien de plus beau, et il reste d'ailleurs souvent évident qu'il n'y a rien de plus beau que d'aller se battre à l'autre bout du monde, justement, pour une cause qu'on considère comme juste, et même comme une sorte de laboratoire de l'espérance à venir. Là, il y a les porteurs de valises, il y a l'injustice en Algérie, la lutte contre la torture en Algérie, il y a aussi la guerre d'Espagne, extrêmement centrale dans nos cultures politiques, en tout cas dans ma culture politique. Et donc, j'ai été élevé quelque part dans le culte, comme beaucoup d'autres, des brigades internationales et de toutes ces militantes, de tous ces militants, ouvriers ou jeunes étudiants, etc., qui sont partis parfois très jeunes en Espagne pour défendre ce qu'ils considéraient non seulement être la cause la plus juste, mais pour se battre sur le front qu'ils considéraient comme le laboratoire de la barbarie ou du socialisme à venir, de la barbarie ou au contraire de la civilisation à venir. Et ils n'avaient pas complètement tort, effectivement. En Espagne, à ce moment-là, pendant la guerre, se joue le face-à-face entre Franco, Hitler et Mussolini d'un côté, et puis de l'autre, ceux qui soutiennent les républicains ou qui essayent de les soutenir, et puis ceux qui sont du côté du socialisme ou de la République, etc. etc. Et aujourd'hui, je pense que quand on est héritier de cette culture-là, et de cet espoir-là, de cette conception de l'espérance qui dit que pour des jeunes qui parfois à l'époque avaient 15, 16, 18 ans, qui partaient en disant « moi je pense que ma place elle est là-bas, je vais mouiller pour décider, je vais risquer ma peau pour être là où ça se passe, pour l'espérance du monde en fait et de l'humanité tout entière », eh bien je pense que quand on hérite de cette culture-là, internationaliste, et de cette espérance-là, on ne devrait pas pouvoir dormir la nuit en se disant qu'aujourd'hui il n'y a pas une seule espérance aussi mobilisatrice qu'une espérance aussi sanglante que le djihadisme.
Et d'ailleurs, moi j'avais un peu travaillé là-dessus, quand vous regardez, c'est assez bouleversant, parce que l'espérance, c'est pas théorique, c'est charnel, hein, c'est charnel. Moi, mon premier livre était un truc sur un travail sur la façon dont l'espérance se transmet entre les générations, et c'est des gestes, c'est des coups de foudre, c'est des textes qu'on se passe sous le manteau, c'est tout un tas de fidélités, de mots de passe, etc. Ben, quand on hérite de tout ça, charnellement, eh bien on se dit, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on lit, par exemple, on lit les lettres envoyées à l'époque des années 30, en 36, par... Victor Serge. Pas seulement Victor Serge, en fait, je parle des ouvriers, jeunes ouvriers, les jeunes ouvriers qui partaient de France pour aller en Espagne, qui se retrouvaient en Espagne sur le front, qui recevaient des lettres de leurs parents en leur disant « déconne pas, reviens, tu vas te prendre une balle dans la peau, on tient à toi mon fils » ou « on tient à toi mon frère ». Et quand un ouvrier engagé aux côtés des insurgés espagnols contre les franquistes recevait une lettre de son frère, par exemple, resté à Paris ou à Toulouse ou ailleurs, qui lui disait « reviens, déconne pas, tu vas te faire tuer, on tient à toi », il renvoyait un courrier en disant « écoute, mon frère, tu es mon frère biologique, mais maintenant je m'inscris dans une fraternité supérieure et exaltante. Et cette fraternité, elle est au cœur de mon espérance, c'est celle qui relie tous les ouvriers du monde entre eux. » Eh bien aujourd'hui, moi je suis allé voir, quand on regarde les lettres ou les courriers, parfois les mails envoyés par de jeunes djihadistes français qui ont rejoint le front en Syrie, qui est pour eux exactement comme c'était le cas pour les ouvriers en 1936, pour eux le laboratoire de ce qui va se passer, le laboratoire où se joue, le front où se joue la lutte entre le bien et le mal. Quand ils répondent aux mêmes lettres envoyées par leurs frères disant « reviens mon vieux, qu'est-ce que tu fous en Syrie, tu vas te faire buter », mais ils répondent « mais tu sais mon frère, tu es mon frère biologique, mais moi maintenant je m'inscris dans une fraternité supérieure qui est le cœur de mon espérance, c'est la fraternité du djihad et de l'islam ». Donc ce que je veux dire, c'est que normalement, on devrait prendre ce fait massif en compte, et ça concerne cette phrase « il y a une autre fin du monde possible ». Parce qu'effectivement, aujourd'hui, à l'échelle planétaire, l'espérance qui mobilise massivement la jeunesse radicalisée et pour laquelle des milliers de jeunes Européens sont prêts à aller mourir à l'autre bout du monde, ça n'est pas une espérance de vie, c'est une espérance de mort. Mais est-ce qu'à côté de cette espérance de mort, prégnante, terrifiante, etc., est-ce que vous voyez comment le nous autres Européens et le nouveau cosmopolitisme peut répondre, disons, à cette espérance de mort? Non, parce que c'est la question celle que Milner pose aussi d'ailleurs toujours, c'est la question du corps. Hein. C'est-à-dire que je pense que ce nous européen qui est héritier de tout un tas de valeurs, progressistes, universalistes, féministes, qui est héritier d'une certaine manière d'articuler ou de séparer le religieux et le politique, ou d'organiser les relations entre les femmes et les hommes, enfin un certain rapport à l'écologie aussi, à l'environnement, etc. En fait, ce nous-là, s'il a une quelconque valeur, c'est en tant qu'il est inscrit dans le corps des uns et des autres. Hein. Et évidemment, c'est un nous qui est ouvert, qui est en mouvement, qui est contradictoire, qui est de toutes les couleurs, de toutes les origines, mais c'est un nous, comme le dit d'ailleurs très bien Milner, qui a intégré charnellement la langue, une certaine langue de l'Europe. La question qui se pose, c'est que pour l'instant, on a l'impression, ou aujourd'hui, à l'heure qu'il est, au jour d'aujourd'hui, on a l'impression que ce nous, c'est un nous d'autodéfense, c'est un nous qui est vulnérable, c'est un nous qui est fragilisé, qui a encore sa grandeur et sa force, mais qui est sur la défensive. Or, la question de l'espérance, c'est la question de comment on va en avant, à l'horizon de quoi on se met en mouvement. Aujourd'hui, est-ce que le nous européen est encore capable de mettre en mouvement les gens, de déclencher des passions, y compris vitales? Est-ce que des gens aujourd'hui seraient capables de risquer leur peau au nom de ce nous européen? Peut-être, mais c'est pas sûr. Et il y a quelque chose là d'extrêmement cruel dans ce jeu de miroir entre le nous des djihadistes, qui est un nous extrêmement assertif, entre le nous des djihadistes, qui est un nous extrêmement assertif, sûr de lui, conquérant, et qui se pose très peu de questions, et un nous européen dont toute la force, très longtemps, a été justement de se poser beaucoup de questions et d'être tout le temps dans la dissidence à soi, et dont l'identité a toujours été de faire en sorte qu'elle ne se referme pas sur elle-même. Le problème, c'est la question de l'espérance, c'est-à-dire, comme on disait tout à l'heure, la question de demain. C'est-à-dire, quel est le nous européen en tant qu'il permettrait aux gens de se mettre en mouvement pour construire un autre demain?
aujourd'hui apparaît comme très affaibli. Alors ça a toujours été un peu le cas, et je cite une formule d'Albert Camus qui disait dans les années 50, je crois, il disait il faut donner du contenu aux valeurs européennes, même si l'Europe n'est pas pour demain. Donc ça veut dire que ça fait longtemps que l'Europe n'a pas l'air d'être très très mobilisatrice. Or en fait, elle existe quand même en tant justement que ses valeurs et que son histoire et que ses deuils partagés, les trahisons qui ont été subies, les malentendus, les mensonges, en même temps les espérances et les révolutions, tout ça s'inscrit sur des corps, dans des corps. Et chaque corps européen en tant qu'il est héritier de cette histoire, Milner le dit très bien à nouveau, est un corps qui est visé par les djihadistes, notamment, pas seulement par les djihadistes, mais par tous ceux qui détestent cette civilisation et ce dont elle est porteuse dans ses dimensions émancipatrices et les droits de l'homme, etc., etc. La question qui se pose pour moi, c'est que l'espérance, c'est d'abord quelque chose qui met en mouvement le corps, qui brûle le corps, qui embrase l'âme et la chair. Et donc aujourd'hui, on n'a pas l'impression que le nous européen soit en situation de mettre en mouvement des foules et d'embraser les âmes. Alors, à votre avis, pourquoi les corps ne se mettent-ils pas en mouvement lorsqu'il y a des événements, disons, effectivement aussi graves que la guerre en Syrie, par exemple, ou d'autres? Moi, c'est vraiment une question que je me suis posée au moment où ça a commencé à vraiment se compliquer, à devenir atroce. Je passais mes journées et mes nuits à regarder tout ce qui se passait en Syrie, les réseaux sociaux, les images. Et je me disais, comme d'autres, bien sûr, quelle horreur et quel laboratoire. À nouveau, la comparaison avec l'Espagne vaut complètement, avec la guerre d'Espagne. Quel laboratoire pour les horreurs à venir et pour l'abjection qui vient. Non pas l'insurrection qui vient, mais l'abjection qui vient. Et je me disais, mais pourquoi il n'y a pas des manifs partout? Pourquoi on n'est pas tous dans la rue, etc. Et en fait, la question ou le problème sur lequel sans doute tout le monde a buté, c'est que très vite, il était très difficile d'identifier un camp. Voilà. Où se trouverait un espoir. Pas la guerre du Vietnam. Ouais. Un espoir d'avenir. C'est-à-dire, en fait, très vite, il y a cette formule de Gilbert Achcar qui parle du choc des barbaries, qui dit que ces pays-là ont été, non seulement la Syrie, mais d'autres, après les printemps arabes, ont été enfermés ou pris dans un choc de barbarie entre les despotismes autoritaires d'un côté, type Assad, et la barbarie djihadiste de l'autre. Et donc, il explique ça, qu'en fait, il est très difficile d'identifier un camp auquel on puisse soi-même s'identifier comme porteur d'espoir. Et donc, quand l'espérance manque à l'appel, eh bien, il n'y a plus que l'épouvante et une forme d'indifférence épouvantable. Or, l'espérance, forcément, ça passe par un élan de sympathie et d'identification. Si on prend la guerre d'Algérie, par exemple, il était évident pour les militants de gauche ou les militants progressistes que les indépendantistes algériens, le FLN, se réclamaient de valeurs européennes et que l'Algérie allait devenir laïque, socialiste, libérale, féministe, ce que vous voulez. Donc c'était quand même une époque où la gauche avait la conviction de posséder le sens de l'histoire, d'avoir avec elle la loi de l'histoire, et donc se disait, même si telle ou telle partie des opprimés va prendre un détour par la religion, etc., ou par des choses qui ont l'air réactionnaires, en dernière instance, nous savons où va l'histoire, nous savons que ça va vers le socialisme, etc., et l'émancipation universelle, et donc on peut soutenir, on voit très bien où est le camp du bien, parce que c'est le camp qui s'oppose à l'hégémonie impérialiste, ou, etc., etc., et donc on peut les soutenir sans trop de problèmes, parce que même s'ils font des choses qui peuvent paraître temporairement épouvantables, en dernière instance, ils vont tendre infiniment vers le bien, c'est-à-dire ils vont aller dans le sens de l'histoire. Or aujourd'hui, quand même, un des problèmes qui se pose depuis quelques années, c'est que cette configuration-là, même si beaucoup de gens ont encore l'impression de savoir où va l'histoire, en fait, inconsciemment, ils savent qu'ils sont beaucoup plus paumés, que les choses sont beaucoup plus fragiles, et donc il est beaucoup plus difficile d'identifier dans ce contexte-là un camp du bien ou un camp auquel s'identifier, parce que l'hypothèse selon laquelle forcément tout le monde va tendre vers un bien universel et un même modèle de société émancipée, socialiste ou je ne sais quoi, est de plus en plus fragilisée. Donc dans cette espèce d'ambiance un peu Mad Max, de décomposition des repères, eh bien, je pense qu'il est de plus en plus difficile, effectivement, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'espérances déçues, c'est quand même ça, il y a eu beaucoup d'espérances déçues, beaucoup de combats soutenus qui se sont révélés être des combats très très douteux. Et aujourd'hui, avec la mémoire de ces combats, de ces espérances déçues, de ces combats douteux, avec aussi le changement des rapports de force et le fait que toute une conception du monde et du rapport de force à l'échelle mondiale s'est littéralement affaissée, eh bien, il est très très difficile de s'identifier immédiatement. Mais pour moi, d'identifier le bon camp ou le camp qui pourrait paraître comme bon à l'instant T. Pour moi, quand même un des grands problèmes, c'est cette question de l'identification, qui d'ailleurs qui est très présente chez quelqu'un comme Gramsci,
Si je me mets en mouvement, c'est parce qu'à un moment donné, je m'identifie à un opprimé, à une personne qui est victime, et dont je pense qu'elle est porteuse non seulement d'émancipation, mais d'une cause juste qui rayonne à l'échelle de l'humanité. On parlait de la guerre d'Espagne, il y a un passage magnifique dans Les Grands Cimetières sous la Lune de Georges Bernanos, où lui, militant nationaliste, chrétien, royaliste, qui est en train de se retourner donc contre son camp, parce que son camp soutient les crimes de Franco contre les républicains, les communistes, les anarchistes, eh bien lui, à un moment donné, qui déteste les communistes viscéralement, par toute sa culture politique, à un moment donné, il dit, en s'adressant à l'Église espagnole et à l'Église tout court, il dit « mais quand on voit votre politique, quand on voit vos trahisons, quand on voit vos mensonges, on comprend que les ouvriers français aient un élan de sympathie à l'égard des ouvriers communistes espagnols. » On revient à cette question de l'internationalisme et c'est la version un peu bernanosienne des brigades internationales. Eh bien, je pense que là, c'est très important. À un moment donné, il faut qu'il y ait une espèce d'axe charnel qui, à travers les frontières, permet une jonction des émotions, des indignations et de l'espérance. Ça serait quoi pour vous les espérances de vie pour demain? Mais paradoxalement, je pense qu'à un moment où l'avenir semble tellement bouché, pour reconstruire une espérance de vie, l'important, c'est de partir du principe que l'espérance, c'est bien sûr une mise en mouvement de soi très radicale, très belle et très exaltée vers l'avant, se jeter en avant pour des idées, pour une cause juste, etc. Mais qu'à un moment où l'horizon semble si bouché qu'aujourd'hui, ça implique d'avoir quand même en tête qu'il faut sauver le passé, qu'il ne faut pas faire comme si l'avenir n'impliquait pas d'abord un souvenir. C'est très banal de le dire, mais on est à un moment très particulier où je pense que l'espérance implique de faire droit à ce que Jacques Derrida appelait l'anarchive. L'anarchive, c'est un mot magnifique qui joue entre l'archive et l'anarchie et qui dit en fait il n'y a rien de plus explosif quelque part qu'une angoisse devant l'archive. Il n'y a rien de plus explosif qu'un dialogue avec les fantômes, avec ceux qui sont tombés dans le passé pour telle rébellion, pour telle révolution, etc. etc. L'anarchive, c'est l'archive en tant qu'elle n'est pas du tout tournée vers le ressassement du passé, mais en tant qu'elle est livrée au présent et qu'elle explose vers l'avenir. Voilà, qu'elle bouscule et qu'elle explose vraiment vers l'avenir. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que l'espérance, évidemment, elle vise l'avenir, elle vise l'avenir, elle se projette vers l'avenir pour essayer de le maintenir ouvert et de l'inventer autrement. Et en même temps, elle regarde vers le passé. Elle regarde vers le passé. Il y a cette phrase de Benjamin magnifique qu'on cite souvent qui dit « L'ange de l'histoire regarde vers le passé ». Bien, aujourd'hui, quiconque prétend réinventer une espérance de vie, une espérance forte, positive, qui donc veut inventer un au-delà de notre société, un au-delà de nos vies, de notre vie présente, bien doit quand même se dire je dois, moi, porteur d'espérance, être aussi une sorte de sentinelle du passé et de gardien de la mémoire. Parce qu'aujourd'hui, un des grands dangers auxquels nous faisons face, il y a évidemment des gens, des puissances très fortes, des puissances économiques, etc., qui veulent bloquer l'avenir, qui voudraient faire en sorte qu'il y ait un statu quo total et qui veulent faire passer toute espérance d'une autre société pour quelque chose de réactionnaire ou de totalitaire. Il y a aussi d'un autre côté très différent, toutes choses étant égales par ailleurs, des forces comme celles des djihadistes qui veulent carrément en finir avec notre monde présent dans le sang et l'apocalypse, mais il y a aussi tout un tas de gens qui se réclament de l'espérance radicale, d'une espérance communiste par exemple, et qui font comme si le XXe siècle n'avait pas existé. Et il n'est pas sûr que cela ne soit pas au moins aussi dangereux pour quiconque prétend réinventer une espérance, parce qu'aujourd'hui, nous avons affaire à des politiques, à des militants, parfois à des intellectuels un peu radical chic qui misent sur notre amnésie, qui font comme si le XXe siècle n'avait pas eu lieu et qui donc, par exemple, écartent complètement la question du totalitarisme et de ce qu'une certaine espérance radicale a donné de pire au XXe siècle. Je me souviens qu'un jour, j'étais avec le regretté Claude Lefort, grand philosophe antitotalitaire, grand penseur de la démocratie, et je devais avoir 30 ans, on était à son petit bureau de l'école et d'autres études. Je me souviendrai toujours de cette scène où je lui disais, parce qu'il disait, voilà, il faut faire gaffe, à pas confondre dictature et démocratie, défendre les droits de l'homme, des choses comme ça un peu. Et je lui disais, oui, d'accord, très bien, mais un peu comme dans notre conversation là, je lui disais, quelle espérance, est-ce que vous croyez vraiment que les droits de l'homme et la démocratie dite bourgeoise, les élections, etc., ça va embraser les foules, c'est capable d'entraîner la jeunesse dans la rébellion ou au moins dans une espèce de mobilisation massive.
Et Lefort a laissé passer un petit silence comme ça, il m'a regardé, il m'a dit « Mais jeune homme », parce que j'étais un jeune homme, j'avais 30 ans, il m'a dit « Jeune homme, vous avez une bien curieuse manière de parler de l'espérance. » Comme si l'espérance, forcément, c'était casser l'histoire en deux, c'était forcément rompre totalement avec le monde présent. Il y a des moments un peu durs, où l'espérance, ça peut être simplement de préserver quelque chose du passé qui rayonne en termes d'émancipation et de garder la mémoire des choses pour surtout pas retomber dans une amnésie désinvolte et morbide. Parce qu'aujourd'hui, quiconque donc prétend réinventer une espérance d'émancipation doit penser par exemple à la formule de Walter Benjamin qui disait si l'ennemi triomphe, même les morts ne seront plus en sécurité. Si l'ennemi triomphe, même les morts ne sont plus en sécurité. Et aujourd'hui, il y a tout un tas d'ennemis pour quiconque donc, est partisan d'une espérance progressiste, d'émancipation ou révolutionnaire, mais un des grands ennemis, c'est notre propre amnésie et c'est notre façon de faire comme si le totalitarisme et le XXe siècle n'avaient pas eu lieu.